Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ils sont nombreux à vouloir entreprendre en Côte d'Ivoire aujourd'hui et ils le font bien. Ils sont également nombreux ceux qui expriment des griefs à l'endroit de la concurrence et en appellent à un soutien fort de l'État de Côte d'Ivoire. Sous laquelle des formes veulent-ils se faire aider? Et d'où viendra la solution aux difficultés des entrepreneurs ivoiriens? Nous allons échanger aujourd'hui avec un entrepreneur averti, M. Mamadou Diawara. Nous allons partager son expérience. Monsieur Mamadou Diawara est également le président directeur général de Somadif, société qui importe et distribue des motos et 3 roues en Côte d'Ivoire depuis environ 5 ans maintenant. Merci à vous d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous, monsieur Diawara. Merci, monsieur Fofana. Et vous n'êtes pas seul, nous sommes en compagnie également de monsieur Touré Kissignan Pierre Albert. Vous êtes politiste et vous dirigez un cabinet de stratégie et de communication politique du nom de Kiana Stratton Advices. Et vous voyez une corrélation entre les souffrances des entreprises et les décisions prises par les autorités. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mais tout de suite, je voudrais vous le dire, messieurs, ces derniers temps, on a beaucoup entendu les entrepreneurs s'exprimer. On a eu l'impression qu'il y a une sorte de malaise. On a vu de bien comprendre cela. Monsieur Diawara, est-ce que vous êtes en train de nous décrire un environnement, vous êtes en train de nous dire que notre écosystème aujourd'hui n'est pas adapté, qu'il est étouffant pour vous, les entrepreneurs? Le mot, merci déjà pour cette opportunité, monsieur Fofana. Le mot étouffant, elle peut être plus ou moins un peu trop serrée. Mais, très bien, j'en suis l'auteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que les entrepreneurs ivoiriens, aujourd'hui, nous faisons face aujourd'hui à des défis qui sont un peu majeurs. Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ivoiriens, nous avons l'ouverture sur la grande ouverture du marché. Ça, c'est un. Les frais de douane qui étouffent les entrepreneurs. Ça, c'est deux. Le poids des impôts. Ça fait trois. Le manque de financement des entrepreneurs. Ça fait quatre. Et la cinquième que je vais évoquer ici, le manque de formation des entrepreneurs. Voilà, ça fait 5. Tous les points que vous venez de citer, M. Diawara, ce ne sont pas des choses spécifiques à la Côte d'Ivoire. Tous les États, partout, on paye les impôts, partout les marchés sont ouverts. Et d'ailleurs, je pense que c'est une opportunité que le marché soit ouvert pour vous, entrepreneurs. Les cas sont beaucoup spécifiques. Ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes un pays qui est en train de s'émerger. D'abord, pour dire vrai, les entrepreneurs ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'est pas encore à la fabrication. La Côte d'Ivoire n'est pas encore à la fabrication. Aujourd'hui, nous allons vers les pays développés. Et aujourd'hui, les pays développés, nous allons nous procurer tout ce que nous avons besoin là-bas pour venir entreprendre normalement dans notre pays. Donc, on n'a pas dit à l'État de fermer le marché. D'accord. On n'a pas dit à l'État de fermer le marché. L'État peut réguler le marché. Comme les grands pays qu'aujourd'hui, nous citons comme des pays développés, les États-Unis l'ont fait. Les États-Unis, les États-Unis étaient en retard sur le marché européen. C'est-à-dire que le marché européen était en avance. En avance. Mais les États-Unis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de protéger les industries américaines. Pour refaire leur état. Pour refaire leur état. D'accord. Essayer de protéger les entrepreneurs américains. À un moment donné, les rendre plus forts et après, essayer de détendre le marché. Quand ils ont trouvé que les entrepreneurs américains maintenant deviennent compétitifs sur le marché, ils ont été de détendre le marché et maintenant, on peut le faire ici en Côte d'Ivoire. On peut le faire ici en Côte d'Ivoire. Les entrepreneurs ivoiriens, nous ne sommes pas encore plus forts. C'est comme tu vas prendre quelqu'un qui a 100 kilos et tu lui dis de venir combattre avec quelqu'un qui a 30 kilos. Ce n'est pas la même catégorie, je comprends bien par cet exemple-là. Mais M. Touré, est-ce que vous entendez de la même façon que M. Diawara, qui trouve que le marché est ouvert alors que nous pensions qu'un marché ouvert, ça donne l'opportunité à tout le monde? D'accord, j'entends bien ce que M. Diawara dit. Les éléments que je souhaiterais présenter, c'est que le marché, il est ouvert. Et nous croyons fermement depuis des années que le libéralisme est le meilleur système qui peut exister. Toutefois, en Côte d'Ivoire, les entrepreneurs ne sont pas aussi compétitifs que des entrepreneurs extérieurs.
Pourquoi? M. Diawara l'a très bien dit, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays producteur, un pays transformateur. Nous ne transformons rien du tout. Tous les entrepreneurs achètent à l'international. Mais lorsque les entrepreneurs locaux doivent compétir avec des personnes qui produisent et donc qui ont des coûts de rentabilité beaucoup plus élevés, c'est évident qu'ils ne sont pas aussi compétitifs que ces entrepreneurs-là. Et donc, il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse mettre en place des dispositions qui rendent leurs entrepreneurs compétitifs sur le marché. C'est ça qu'on dit en réalité. Mais lorsqu'on dit que vous, entrepreneurs, vous n'êtes pas compétitifs, est-ce qu'on n'a pas envie d'ajouter que c'est votre faute vous-même? On vous donne un marché, vous avez toutes les possibilités d'aller à la compétition, mais vous-même, vous ne réunissez pas les conditions qu'il faut déjà. Pas forcément, M. Fofana. Je vais décrire en un mot. D'accord. Et aujourd'hui, les entrepreneurs ivoiriens, les entrepreneurs locaux, nous avons un petit souci. Quel est ce souci? Voilà, le souci c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à un défi qui est très, 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 très majeur. Parce que d'abord, moi je prends comme ça nos secteurs. Nous, on va à l'achat. D'accord. On va à l'achat et quand on achète, où on va acheter, là-bas, ils ont un système tel qu'en Chine comme ça. D'accord. Nous n'envions pas les systèmes comme le communisme. Et ils sont là, c'est-à-dire que tout revient à l'État. Le système chinois. C'est-à-dire qu'un entrepreneur se lève aujourd'hui directement, quand la Chine se lève, c'est-à-dire que moi je suis entrepreneur chinois, je crée mon entreprise. Directement, le pays me donne ce que j'ai besoin. D'accord. Pour me permettre d'entreprendre. Vous comprenez que je vais gâter son argent ou pas, on me redonne. Je suis obligé de travailler normalement et de payer les dividendes à l'État chinois un peu. C'est-à-dire que l'État est mon partenaire direct. Vous comprenez? Bon, nous, on va chez eux. Ils sont là-bas. On ne perçoit pas la marchandise de la même manière. Peut-être que nous, on reçoit à un prix et aussi, ils reçoivent à un autre prix. On vient chez nous ici. Nous, on fait la douane au même prix que eux. Ils n'ont pas de taxes qui leur permettent d'être... C'est-à-dire que de forcément être... Nous, chez eux... Vous n'êtes pas privilégié. On n'est pas privilégié. D'accord. Alors que nous devons être privilégiés chez nous. Pour leur permettre d'être forcément, peut-être, des grossistes ou passer forcément par des locaux. Alors, le schéma que vous décrivez, vous êtes donc en train de dire que vous, pour prendre votre exemple, vous allez prendre des 3 roues en Chine pour les vendre en Côte d'Ivoire, et des Chinois viennent aussi avec des 3 roues en Côte d'Ivoire pour venir les vendre. Pas les Chinois seulement, plusieurs pays. Nous, on va dans plusieurs pays, on va en Chine, on va partout. Mais quand on est là-bas, quand on prend les trucs, les marchandises pour venir, les mêmes Chinois viennent encore compétir avec nous ici. Alors que peut-être là-bas, on ne paye pas de la même manière. Le prix qu'on nous donne, ils ont des facilités. Chez nous ici, on paye les mêmes douanes, on paye pratiquement les mêmes impôts. Vous voyez où on va aller? Alors, en quoi cela pose un problème, M. Touré? Cela pose un problème dès le moment que sur le marché, les entrepreneurs n'ont pas la possibilité de sortir la tête de l'eau, je vais le dire ainsi. Je pense qu'il n'y a pas d'essor des entrepreneurs si le marché est trop ouvert et que la concurrence est déloyale, on va le dire ainsi. Pourquoi la concurrence est déloyale? Parce qu'ils vivent d'un déséquilibre. Surtout les entrepreneurs dans le commerce vivent d'un déséquilibre sur nos marchés. Pourquoi? Parce que, comme M. Diawara l'a si bien dit, les coûts à l'achat directement à la production et les coûts à l'achat par un revendeur ne sont pas les mêmes. Ça, c'est une première réalité. Les coûts, on va prendre l'exemple de la Chine, les coûts à l'achat pour un Chinois ne sont pas les mêmes coûts à l'achat pour un étranger. Ça, c'est une réalité assumée par la Chine. Et la Chine assume pleinement cette disposition-là parce qu'ils considèrent qu'ils doivent privilégier leur économie et donc leurs acteurs économiques. Et à cause de ce déséquilibre, dès le moment qu'on arrive sur le marché ivoirien, avec ce déséquilibre, et sur notre marché qui est libéral, où les gens ont les mêmes possibilités que nous d'avoir accès à ce marché-là et de vendre à des prix moins élevés, l'entrepreneur ivoirien il est moins compétitif. Donc il n'y aura plus de champion national. Et s'il n'y a pas de champion national, le développement économique de la Côte d'Ivoire, il bat en berne. Et donc il faut qu'on puisse
réellement mettre des dispositions pour qu'on puisse voir l'essor d'entrepreneurs ivoiriens qui deviendront des champions Je vous nationaux. soupçonne de demander une exclusivité pour vous, les entrepreneurs ivoiriens, c'est cela? En quelque sorte, oui. C'est ce que vous souhaitez? Oui. Vous le dites comme ça clairement, vous voulez des privilèges particuliers de l'État de Côte d'Ivoire. On a besoin que l'État privilège les entrepreneurs nationaux pour les rendre plus forts, plus compétitifs. On n'a pas dit de fermer définitivement le marché. Mais après, on peut détendre le marché du moment où on va constater que vous êtes assez prêt pour la compétition. Voilà. En clair, vous n'êtes pas compétitif. Pour le moment, les entrepreneurs ivoiriens ne sont pas compétitifs sur le marché. Mais vous-même... Dans tous les secteurs. Je dirais dans tous les secteurs. C'est effrayant quand même. Alors, vous... J'ai dit dans tous les secteurs. Je sais de quoi je vous parle. Non, on n'a pas de doute du tout. Nous apprenons cela avec un peu de stupeur, mais vous n'avez pas votre part de responsabilité dans cette affaire. Parce que depuis que je vous ai entendu parler, vous regardez vers l'État. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas votre part de responsabilité? Est-ce que vous vous formez correctement? Nous n'accusons pas l'État totalement. Les entrepreneurs ivoiriens, nous avons besoin de la formation. Nous avons besoin de la formation. Ça, je le sais. L'État aussi doit faciliter aussi aux entrepreneurs ivoiriens le financement. Alléger un peu nos impôts, c'est-à-dire nous privilégier. Alléger les impôts, les frais de douane, aider, protéger les entrepreneurs ivoiriens. Ça va nous rendre plus forts, plus compétitifs. Et après, on peut détendre le marché. Là, on sera plus fort. Sinon, nous n'accusons pas l'État. Nous n'accusons pas l'État. Du moment que nous sommes un pays libéraliste, nous ne pouvons pas accuser l'État. Je relève cela. Mais nous demandons oui. la clémence de l'État de vraiment faire face vers nous. Je vous donne une anecdote, M. Fofana. Aujourd'hui, il est écrit dans notre code du commerce que quand un entrepreneur ouvre une entreprise, c'est-à-dire un entrepreneur crée une entreprise, il a au moins 7 à 8 mois avant qu'on ne commence à... On demande qu'il soit plus solide avant qu'on commence à l'encaisser, c'est-à-dire aller voir les agents des impôts se diriger vers lui pour l'encaisser. Mais ce n'est pas le cas ici. Mais ce n'est pas tous les secteurs. Il y a certains secteurs où on donne quand même des périodes où vous n'avez rien à payer. C'est dans tous les secteurs. Aujourd'hui, si tu essaies de créer une entreprise aujourd'hui, si tu as trop fait, premier mois, deuxième mois, tu vas avoir des agents des impôts chez toi. Nous demandons à l'État de faire un suivi sur ça. Parce que ce qui est écrit dans les tests, ce n'est pas tout ce qui se passe sur le terrain. Donc ça fatigue les entrepreneurs, ça les étouffe énormément. Oui. Ça les étouffe énormément. Parce qu'aujourd'hui, tu vas faire peut-être des prêts et tu crées une entreprise. Tu n'as même pas commencé à percevoir des clients et le premier mois, deuxième mois, tu vois des agents des impôts chez toi. Tu n'as même pas encore vendu, tu n'as même pas encore fait un truc. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore fait... Vous n'avez encore rien vendu. Tu n'as rien vendu, tu n'as pas... Mais vous devez payer les impôts rien automatiquement. Fait, tu dois payer les impôts automatiquement. Vous voyez ce que ça devient. Bon, à moins que certaines informations m'échappent, je pense que le CPC, dans ce sens-là, avait fait des ouvertures et des facilités pour les entrepreneurs. Effectivement, le CPC a fait un certain nombre de facilités qu'on a pu observer. Et comme je suis assez d'accord avec M. Diawara, il y a certaines réalités qui ne sont pas observées sur le terrain. La dernière fois, je pense qu'il y a eu un représentant du CPC ici. Je pense qu'il serait d'accord de dire qu'il y a un certain nombre de facilités qui ne sont pas encore forcément exécutées sur le terrain. Il y a toutefois un certain nombre de réalités. Une grande réalité, c'est que les entrepreneurs en Côte d'Ivoire ont un problème de formation, un problème d'accès aux informations. Ça, c'est important. Il y a un problème d'accès aux informations. Ce problème d'accès aux informations-là, il faut déjà s'interroger. Est-ce que ce problème-là, il est imputable aux entrepreneurs ou est-ce qu'il est imputable à l'État de Côte d'Ivoire? Moi, je pense que la première des choses, c'est qu'il est imputable aux entrepreneurs. Parce qu'il y a une représentation pour toutes les entreprises en Côte d'Ivoire, qui est le CPC, qui dispose des informations nécessaires pour que tous les entrepreneurs puissent être outillés pour agir sur le secteur. Toutefois, les entrepreneurs ne vont pas forcément à l'information. Tout à fait, il y a souvent des concertations, vous n'êtes pas présent. Effectivement. Et c'est en ça que c'est problématique.
Alors, donc, c'est un peu votre faute. Je pense qu'il y a la responsabilité est partagée. À plus de 50%, c'est votre faute, non? Je ne pense pas. Je pense que sur la question de formation et d'information, la faute revient à 90% aux entrepreneurs. Parce que la question d'information et de formation relève d'une responsabilité personnelle. En tant que chef d'entreprise, il faut avoir la responsabilité d'aller à l'information. Et voilà que vous me rejoignez, cela me fait plaisir. Mais M. Diawara, est-ce que les entrepreneurs ivoiriens, vous êtes vraiment résilients? Nous voyons des jeunes entrepreneurs chinois qui arrivent en Côte d'Ivoire sans aucun moyen, qui s'installent en bordure de route quelque part, après avoir payé tout ce qu'il faut, et puis qui progressent. Mais pendant ce temps, vous attendez et vos prix sont très élevés. Là où, excusez-moi de le dire, tout le monde a vu sur les réseaux sociaux un jeune Chinois qui vendait des t-shirts à 2 000 francs. Ces mêmes t-shirts, vous les vendez à 10 000 francs. C'est évident qu'on ne vous payera pas. Merci pour la question. C'est la question, je l'ai déjà répondu, mais je vais répéter. Oui, pour que nous comprenions mieux. Il faut dire que aujourd'hui, ça c'est une question qui est très pertinente. Il faut dire qu'aujourd'hui, le jeune Chinois qui vend la marchandise, son tricot à 2 000 francs, et ça se vend au marché d'Adjamé à 10 000 francs. Quand notre soeur se déplace pour aller en Chine, pour aller payer ses marchandises, le jeune Chinois, la Chine a fait de telle sorte que les ressortissants chinois, c'est-à-dire que les Chinois eux-mêmes, les locaux, de la manière qu'ils vont percevoir les marchandises, c'est pas comme ça les étrangers perçoivent les marchandises. C'est-à-dire que si un Chinois gagne peut-être 50 lots de tricot peut-être à 10 000 francs, tu vas le trouver que notre soeur qui se lève ici, qui paye son billet d'avion, qui va payer sa chambre d'hôtel, peut-être avant la fabrication, va payer ce même lot peut-être à 30 000 francs. Ça, c'est la politique que la Chine a mis en place. C'est une discrimination assumée par la Chine, c'est ça? Oui, dans leur État, pour aider, rien que la politique est faite pour aider seulement les ressortissants chinois, pour les aider. Donc, ils ne peuvent pas avoir la même manière. Et puis, ils vont venir ensemble, ils vont dédouaner de la même manière chez nous en Côte d'Ivoire. Normalement, pour que ça soit plus équitable, si les Chinois viennent avec les marchandises chez nous, notre État doit faire de telle sorte que leur manière de donner leurs marchandises ne doit pas être de la même manière que pour nous, pour rendre le champ équilibré. Des faveurs pour les nationaux ivoiriens. Pour rendre le champ équilibré. Quand c'est comme ça, on aura forcément les mêmes prix. Mais dans ce cas de figure, on ne peut pas avoir les mêmes prix. Ils vont croire qu'ils sont plus moins chers. Ils ne sont pas moins chers. Ils sont favorisés par leur État, notamment le financement. Il y a des avantages, c'est cela. L'achat direct à l'usine. Et puis, ici, ils sont favorisés indirectement parce que notre État ne sait pas vraiment ce qui se passe réellement. À l'achat, quand nous levons ici pour aller payer ces marchandises, ces tricots, on n'a pas les mêmes manières de les payer. Et ils ont un avantage dans les pays parce que c'est chez eux. Et ces avantages, vous ne les avez pas? Nous ne l'avons pas. Quand on vient chez nous, on est un pays qui est libéral. On laisse l'ouverture à tout le monde. Tout le monde dédouane de la même manière. Il n'y a pas de privilégiés. Donc, sur le marché, vous vous rendez compte que ça ne peut pas être le même prix. Mais je suis d'accord avec votre raisonnement, mais M. Touré, en même temps, j'ai envie de dire que même les produits de grande consommation, même la nourriture populaire, qu'on n'importe pas forcément, est très chère en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, entre guillemets, la ticket nationale que nous avons, vendu par un Ivoirien, c'est plus cher, vendu par un Nigérien, c'est moins cher, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas des produits importés. Effectivement, ça, ce n'est pas des produits importés. Vous avez pris le cas J'entendrai bien votre exemple. Vous avez pris le cas de la ticket. On va prendre le cas de la ticket, on va le décortiquer. Je pense que le cas de la ticket en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens savent qu'il y a différentes qualités d'atiké. Absolument. Et l'atiké que le Nigérien vend est très souvent de moins bonne qualité que l'atiké qu'on a communément appelé abodjamant, par exemple. D'accord. Donc ça, par exemple, il y a ce cas-là. Et tous les Ivoiriens sont d'accord sur le principe que aller acheter l'atiké Gaba, c'est moins premium que d'acheter l'atiké abodjamant. Donc quand on veut bien manger à la maison, on n'achète pas Gaba, on achète abodjamant. Les Ivoiriens sont d'accord sur le principe. Mais j'aimerais revenir sur un point.
Est-ce que vous savez que les Ivoiriens n'ont quasiment... C'est environ 5% de part de marché de l'attiéké à l'international. Les Ivoiriens à l'international, qui pour l'attiéké est pourtant patrimoine mondial de l'UNESCO, venu de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sur le marché de l'attiéké à l'international représentent un peu moins de 5%. Un peu moins de 5%. Et je ne sais pas, le marché international de Rungis en France, où les plus grands transits en termes d'alimentaire en Europe se passent, si vous y arrivez et que vous demandez qui fournit l'attiéké aux commerçants de Rungis, ce sont les Chinois. Vous êtes en train de dire que l'attiéké, entre guillemets, labellisé Côte d'Ivoire, ce sont les Chinois qui le vendent. Oui. L'attiéké Côte d'Ivoire, l'attiéké qu'on connaît, il est fourni à Rungis, aux plus grands commerçants d'Europe, par des Chinois. En même temps que je dis que vous êtes en train de m'effrayer, mais vous êtes en train de démontrer que vous avez laissé un produit que vous avez sous la main aux Chinois, M. Diawara. Non, pas forcément. Par exemple, l'attiéké, franchement, vous devrez être imbattable sur la vente de l'attiéké à travers le monde. Non, pas forcément. Les Chinois, ils sont ce qu'ils sont dans le commerce, mais il faut dire que l'attiéké, je reviens sur la question de M. Touré, la question qu'il commercialise en France, je ne crois pas que tout vient de la Côte d'Ivoire. Ah oui, ça il a dit très clairement. Finalement, ce sont les Chinois qui sont en train de vendre l'attiéké. Voilà, je ne crois pas que tout vient de la Côte d'Ivoire, c'est eux les Chinois. Je ne sais pas où leur attiéké, où ça... Et dans le manioc pousse là-bas, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai dit tout simplement qu'il y a un produit qui est en train de vous échapper. Ça ne peut pas nous échapper si on essaie de... Ah, il vient d'en faire la démonstration. Non, ça ne peut pas nous échapper parce que ce n'est pas la même manière. Ce n'est pas la même manière de faire l'attiéké. La bonne attiéké vient de Côte d'Ivoire. La qualité vient de Côte d'Ivoire. Les marchandises chinoises, on peut te définir que les marchandises chinoises, il y a la première qualité, il y a la deuxième qualité, il y a la troisième qualité. Ce que ton argent peut payer, si toi tu veux mettre la différence pour dire qu'aujourd'hui, voilà ce que je veux pour que pour moi soit plus bon, tu mises, c'est ce qu'on te paye. Mais j'ai envie de dire qu'ils ont raison finalement de vouloir servir tout le monde, chacun paye selon sa bourse. C'est ce que vous devriez faire en Côte d'Ivoire. Non, chacun paye selon sa bourse, mais en même temps, il faut respecter les codes du commerce parce qu'on n'a pas les mêmes, comment ça s'appelle, on n'a pas les mêmes puissances économiques. Et puis, on n'est pas encore économiquement fort comme eux. Je suis en train de vous dire, M. Fofana, que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, plusieurs grands pays aujourd'hui que nous envions aujourd'hui sont passés par là. Les grands pays comme les États-Unis ont essayé de fermer les marchés pendant un bout de temps, pendant un moment, et après, ouvrir le marché. Vous comprenez? C'est comme ça. Il faut fermer le marché, rendre les entrepreneurs encore plus forts, les former, les permettre d'apprendre, grandir, et après, détendre le marché. Ce n'est pas mauvais. L'Allemagne l'a fait. Le Japon l'a fait en 1900. La Corée du Sud l'a fait en 1960. Vous comprenez? Le Japon l'a fait. La Corée du Sud l'a fait. L'Allemagne l'a fait. Tous les grands pays sont passés par là. Il faut essayer de protéger les entrepreneurs. Pas seulement ceux qui payent pour vendre, même les entrepreneurs qui essaient de faire les grands marchés. Il faut vraiment encourager les locaux. Il faut nous faire confiance. Il faut essayer de nous former et nous faire confiance. Il ne faut pas tout donner à l'extérieur, les marchés. Quand tu donnes à l'extérieur, mais indirectement, on piétine les nationaux. Et après, dans 10 ans, 15 ans, quel sera le pays? Si on ne fait pas confiance aux nationaux, si on ne leur fait pas confiance de leur donner des parts de marché, peut-être la construction des grandes infrastructures, la construction des grandes infrastructures. Il faut qu'on fasse confiance à nos entrepreneurs qui sont là. Il y a des gens qui sont là, des entrepreneurs ivoiriens qui sont là, qui ont du potentiel, qui peuvent compétir. Mais si on ignore les entrepreneurs ivoiriens et on donne tous les grands marchés aux entrepreneurs internationaux et étrangers, qu'est-ce qu'on devient?
Est-ce que ce n'est pas parce que vos entreprises non plus ne remplissent pas les conditions qu'il faut, les critères qu'il faut pour être de bonnes entreprises? Vous êtes dans presque l'informel à tout moment. Il y a des grandes entreprises, il y a des dans l'informel. Il y a des grandes entreprises en Côte d'Ivoire, mais c'est l'homme qui rend l'homme formel. C'est l'homme qui rend l'homme formel. Il faut approcher les entreprises parce que l'Afrique aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas là à l'école, ce n'est pas de leur faute. Mais peut-être que il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui que nous envions qui sont grands, ils ne sont pas là à l'école. Mais non, c'est parce qu'on leur reproche. Voilà. On leur reproche de ne pas bien faire. Non, s'il ne faut pas bien, c'est parce que peut-être ils n'ont pas une bonne formation. Donc il faut approcher les entrepreneurs, il faut essayer de les former, les faire confiance, les donner des marchés, les rendre plus forts. Parce que l'Afrique, la Côte d'Ivoire, on doit compter sur nous-mêmes les Ivoiriens. On ne doit pas compter seulement sur les étrangers. Si on compte sur les étrangers, qu'est-ce que nous deviendrons dans 10 ans, 20 ans, 15 ans? Nous remercions la politique du président Alassane Ouattara. Le président est en train de travailler. Nous avons besoin qu'il essaie de voir ses collaborateurs, pour qu'ils essaient de faire confiance à nous les entrepreneurs, de voir dans tous les secteurs. Monsieur Touré, vous pensez qu'on n'a pas trop confiance, j'ai envie de dire, à la compétence locale? Je pense qu'on a vraiment très peu confiance en la compétence locale. Ah oui? Oui, parce que on ne va pas rentrer dans des théories complexes, on ne va pas rentrer dans le fait simplement même que les Africains de façon générale pensent que ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Mais au-delà de ça... C'est donc un problème de mentalité. Oui, il y a aussi ce problème de mentalité. Je prends la question du label Made in France. On va prendre la question du label Made in France. En France, les Français préfèrent acheter des produits qui sont labellisés Made in France parce qu'ils se sentent plus à l'aise, ils se sentent patriotes en achetant du label Made in France. Mais si tu dis à un Ivoirien d'acheter du Made in Côte d'Ivoire, c'est un peu c'est ringard. C'est pas le premier choix. C'est pas le premier choix. Ils préfèrent prendre le produit extérieur, c'est premium, que de prendre le produit ivoirien. Est-ce que c'est de bonne qualité? Tout de suite, dès que le produit est ivoirien, on se pose la question de la qualité. Tout de suite, dès que le produit est national, la question de la qualité revient. Et c'est pareil que ce soit dans les marchés publics. Dans les marchés publics, on peut se rendre compte que ceux qui bénéficient des gros marchés publics, ce sont des entreprises extérieures. Les petits marchés publics, donc les petites routes, les petites voiries, là, c'est pour les entrepreneurs ivoiriens. Donc, il y a cette question à se poser. Est-ce qu'on valorise les entrepreneurs nationaux? À quel moment est-ce qu'on met en place des politiques pour créer des champions nationaux? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays en plein développement. Et si nous ne mettons pas en place des politiques pour créer des champions nationaux, bah, au final, on sera un pays plutôt consommateur des produits extérieurs, des produits importés. Et ça, c'est dangereux. Parce que lorsque vous importez, ça vous coûte cher. Et lorsqu'on importe que ça doit coûter cher, bah, évidemment que le pouvoir d'achat des Ivoiriens, il sera remis en question à chaque fois. Et donc, les Ivoiriens vont encore se plaindre sur les questions de SMIC. On va revenir encore sur de nouveaux problèmes. Je veux dire que les simples problèmes économiques vont créer d'autres problèmes d'ordre sociaux. C'est pour ça qu'il faut créer des champions nationaux. Oui, allez-y. Je pense que la réalité en Côte d'Ivoire, c'est que si on n'aide pas les entrepreneurs à développer leur capacité de production et leur capacité d'action, la Côte d'Ivoire sera un pays consommateur pour toujours. Il faut aider les entrepreneurs à développer leur capacité de production. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas compétir avec la Chine qui a une capacité de production à l'heure, pendant qu'ici, on a zéro capacité de production. On a parlé des questions d'attiqué. Le problème, ce n'est pas que les Ivoiriens laissent le marché partir. Les Ivoiriens essaient d'industrialiser le secteur de l'attiqué. Malheureusement, ils n'arrivent pas justement à avoir cette capacité de production-là. Pourquoi? Parce qu'on a des grands problèmes sur le terrain. On a des problèmes d'ordre d'électricité, on a des problèmes d'eau. On ne peut pas tout centraliser à Abidjan. On ne peut pas faire une industrie à Abidjan en réalité parce qu'Abidjan est saturé. Et comme donc à l'intérieur, on a des difficultés en termes d'approvisionnement en eau et en électricité, c'est évident que les entrepreneurs auront des difficultés à mettre en place des industries qui peuvent tourner à plein régime. La Chine tourne à plein régime 24 heures sur 24. Donc, ils ont des capacités de production hautement supérieures. Le marché de Rungis dont je parlais, le marché de Rungis demande des tonnes et des tonnes de produits parce que c'est un marché qui tourne tous les jours, 24 heures sur 24. Ils ont besoin que le fournisseur soit rapide et efficace. Malheureusement,
les entrepreneurs ivoiriens n'ont pas la capacité de produire à cette vitesse-là. Parce qu'ils n'ont pas de capacité d'absorption. Donc les matières premières vont aller en Chine, vont être transformées avant de revenir ici. Alors, donc, je pose cette question qui est pour vous deux. Je vais commencer par M. Diawara. Alors, le blocage se trouve où aujourd'hui? Parce qu'on se rappelle très bien, il y a un moment, tous les produits qui venaient de Chine étaient appelés, entre guillemets, Shintok, chinoiserie, etc. Mais la Chine n'a pas, les entrepreneurs chinois n'ont pas attendu qu'on leur tende la main véritablement pour relever le défi. Aujourd'hui, la Chine est regardée autrement. Et comment est-ce qu'on peut le faire en Côte d'Ivoire? Si on vous demande à vous aujourd'hui, M. Diawara, proposez-nous quelque chose de concret pour que désormais le Made in Côte d'Ivoire soit ce qui est prisé. Merci pour cette belle question. Ce que je dirais, je demande d'abord une forte protection de l'État de Côte d'Ivoire, un fort accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut vraiment encadrer les entrepreneurs. Il faut voir entre les entreprises sérieuses, ceux qui ont des bons projets. Il faut essayer de les financer. Et puis essayer de voir les entreprises qui veulent partir à l'industrialisation de leur secteur, essayer de les appuyer, essayer d'industrialiser au maximum tous les secteurs. Et puis j'ai oublié quelque chose qui est très important. Ici, en Côte d'Ivoire, nous devons faire très attention à quelque chose. Oui. Nous ne devons pas faire l'ouverture du marché sur tout. Il y a des secteurs très, très stratégiques. Il y a des secteurs qu'on doit garder jalousement pour nous? Forcément pour les Ivoiriens, pour les nationaux. C'est aux nationaux on doit réserver ces secteurs. On ne doit pas laisser tous les secteurs stratégiques à tout le monde. Faire l'ouverture sur tous les secteurs. Ce n'est pas intéressant. Ça ne rend pas un pays fort, ça ne rend pas un pays puissant. C'est pourquoi nous demandons le protectionnisme. Il faut protéger les nationaux. Il faut garder les secteurs stratégiques pour les nationaux. Ça nous permettra de nous rendre encore plus forts, plus compétitifs sur le marché. Donc, du coup, quand on sera plus fort, on peut maintenant... Mais moi, j'entends bien votre plaidoyer, je comprends bien votre appel, mais on ne peut pas tout arrêter quand dans un secteur, vous n'êtes pas encore prêt. Quand on doit faire, par exemple, des ponts, des routes, si vous n'êtes pas prêt, les entrepreneurs ivoiriens ne sont pas prêts, on ne peut pas s'arrêter. On est obligé d'aller... On n'a pas besoin de s'arrêter. Parmi tous ces entrepreneurs ivoiriens, tu crois que c'est tout le monde qui n'est pas peut-être à mesure de faire des ponts? Il faut seulement, l'État doit forcément peut-être appuyer les formations et puis peut-être faire des suivis et puis améliorer les formations des nationaux et les faire confiance, les donner des chantiers. Si on dit que forcément nous devons tout donner peut-être aux étrangers, peut-être qu'il y a des ponts à construire ici. Si on donne tout aux étrangers, pour finir, on va vivre pour eux. C'est eux qui seront plus forts. C'est eux qui vont nous envoyer tout le matériel nécessaire. C'est chez eux, on va tout payer. C'est chez eux, on serait à leur merci. Et c'est ce que nous évitons. Vous avez aussi parlé du financement. Est-ce que vous êtes en train de dire que les banques ne sont pas clémentes avec vous, entrepreneurs, pour le financement? Bon, il y a plusieurs secteurs où les banques ne financent pas. Supposons si un entrepreneur... Non, vous êtes trop catégorique. Ici, le financement n'est pas facile en Côte d'Ivoire. Si un entrepreneur qui a un projet, peut-être de créer une usine, je prends un exemple, créer une usine, il a son projet, il fait confiance à son projet, il monte son business plan. Lui-même, il voit que son projet serait porteur et il a le business plan définit que son projet est porteur. Normalement, il doit avoir un appui de l'État et l'État peut-être peut prendre une partie pour l'aider près de sa banque, pour que sa banque le finance, pour qu'il puisse monter l'usine. Ça va permettre d'avoir un pays industrialisé dans 5 ans, dans 10 ans. Vous comprenez? Là, on peut aller peut-être à la fabrication ici. Mais si on n'est pas les entrepreneurs nationaux, si peut-être il y a un financement près de 5 milliards ou près de 8 milliards pour monter une unité de fabrication ou bien une unité de production, on ne veut pas, tu fais la cour des banques, on ne te finance pas. Tu vas rester là, le projet va mourir.
Il y a d'autres personnes peut-être qui vont venir de l'étranger, qui vont venir faire ce projet. On dira que non, les Ivoiriens ne travaillent pas, ouais, les nationaux n'essayent pas. On doit aider. On doit essayer de former les nationaux. Même les impôts, on doit aider les nationaux. Les impôts, on le paye. L'impôt, payer les impôts est normal. Mais trop d'impôts aussi tue l'impôt. Voilà. D'accord. Il faut essayer d'alléger les choses. Et d'équilibrer le secteur, rendre les nationaux forts. Donc quand on serait plus fort, on va maintenant faire l'ouverture du marché. On va voir maintenant, on va compétir. Et ils pourront rien parce qu'on est chez nous. Nous, on a besoin de construire notre pays. On a besoin d'industrialiser notre pays. On a besoin de consommer ivoirien. C'est ce qui est le plus important. On n'est pas là pour payer seulement à l'extérieur. Il y a beaucoup de terres en Côte d'Ivoire. Et la terre de la Côte d'Ivoire est très bonne. Il faut aider les nationaux. Il faut vraiment essayer de faire des possibilités, essayer de faire des financements, essayer de faire confiance à nouveau aux Ivoiriens, essayer de les protéger. Et on verra dans quelques années, vous allez voir que tout va partir. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont debout. On veut travailler. Nous voulons être parmi ces champions nationaux dont le président parle tous les jours. D'accord. M. Diawara parlait tout à l'heure de financement et de confiance. Les banques, en général, ont leur argument. On ne finance pas quand les conditions ne sont pas remplies pour que quelqu'un reçoive un crédit. Je dirais que même quand les conditions sont remplies, la banque n'est pas là pour être optimiste. Elle est là pour être réaliste. La banque est un acteur économique, c'est un acteur commercial. La banque veille principalement sur ses intérêts, pas obligatoirement sur les intérêts du client ou du prêteur. Non, la banque est là pour être réaliste. Et donc, la banque, quand elle voit que les conditions de ton projet sont réunies, toutes les conditions au niveau du remboursement sont réunies, mais les conditions même, les dispositions même de l'état dans lequel tu veux exécuter ton projet ne te permettront pas d'aller jusqu'au bout, c'est évident que la banque, elle ne te prête pas. Parce que la banque, son objectif, ce n'est pas de te rendre heureux. La banque, son objectif, c'est de rentabiliser. Et il faut bien qu'on comprenne cela. Il faut qu'à un moment, on soit d'accord que la banque est un acteur économique. Son objectif, c'est de faire rentrer de l'argent. Même si un entrepreneur vient avec toutes les conditions, il remplit toutes les conditions, si les conditions générales de l'environnement dans lequel cet entrepreneur-là doit se développer ne sont pas réunies, c'est évident que la banque ne va pas injecter de l'argent dans ce business. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous aviez posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour que la Côte d'Ivoire puisse tendre vers les mêmes réalités que d'autres pays. Oui. Je dirais que les États asiatiques n'ont pas laissé les entrepreneurs aller eux-mêmes à la conquête d'un certain nombre de choses. Ils ont rendu obligatoire le transfert de la technologie. C'est-à-dire qu'à une époque, venir entreprendre en Chine ou au Japon, c'était obligatoirement transférer la technologie à des nationaux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a eu un grand accompagnement autour des questions des étudiants chinois qui allaient aux États-Unis, en France, en Allemagne, pour étudier la technologie. On a cherché le savoir ailleurs. Effectivement. Ici, en Côte d'Ivoire, on injecte de grands fonds dans l'Institut national polytechnique, dans les bourses qu'on paye à nos étudiants qui vont à l'extérieur. Mais malheureusement, ces étudiants-là, au moment de revenir, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont étudié, il n'y a pas la possibilité de venir l'exécuter ici. Donc, ils préfèrent chercher ailleurs. Parce que quelqu'un ne va pas étudier la robotique, ne va pas être ingénieur robotique et venir en Côte d'Ivoire pour venir travailler sur des machines qui datent de 1990. Ce n'est pas possible. Ils ont envie d'aller à la recherche. Ils ont envie de faire plus. Ils ont envie de découvrir. Malheureusement, les conditions en Côte d'Ivoire ne sont pas réunies pour que ces jeunes-là, qui finissent d'étudier des secteurs d'avenir, puissent venir développer donc la recherche et la réflexion sur le territoire national. Ça, c'est une grande problématique. Donc, le président Alassane Ouattara a demandé à ce que les gens de la diaspora reviennent. Mais pour que les gens de la diaspora reviennent, il faut qu'on puisse mettre en place un certain nombre de politiques qui leur permettent de revenir. Sinon, ils ne reviendront pas. Et ça sera légitime.
à un moment donné, il faut qu'on puisse travailler sur ces questions-là. Il faut qu'on puisse obliger le transfert de la technologie dans tous les domaines. Dans le domaine de la construction, on parle des ponts, on voit les grandes routes, on voit le gratte-ciel au plateau. Si les nationaux n'ont pas la technologie pour ça, il faut rendre obligatoire le transfert de la technologie. C'est ça, c'est des réalités qu'il faut pouvoir comprendre, qu'il faut pouvoir adopter et qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire va devoir réellement étudier pour pouvoir aboutir à un développement économique qui sera impulsé par des nationaux. Sinon, au bout d'un moment, si le développement économique n'est pas impulsé par des nationaux, si le développement économique dépend grandement de l'extérieur, on sera toujours dépendant. Et pour des questions diplomatiques, on est déjà dépendant. Donc, pour des questions diplomatiques, on est obligé de prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Mais il faut déjà commencer à travailler à ça, à essayer de transférer les technologies, à faire revenir nos nationaux, à investir dans la recherche et le développement. Parce que c'est super important. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands laboratoires de recherche en Côte d'Ivoire. La simple délivrance des brevets en Côte d'Ivoire, si vous prenez la prévalence des brevets en Côte d'Ivoire, je pense en 2025, on était à 13 brevets. Et dans les 13 brevets, il y a une grande partie des gens qui ont fait leurs recherches à l'extérieur avant de venir déclarer leurs brevets sur leur territoire national. Donc, il faut déjà qu'on se pose les bonnes questions. À quel moment est-ce qu'on va mettre en place toutes les politiques publiques qui vont permettre aux nationaux de venir développer un certain nombre de choses? Les gens font beaucoup de réflexions. Je vais citer le professeur Kouadio Hassen, qui est un professeur d'économie, professeur d'économie de développement, oui, tout à fait. Avec qui j'ai eu à faire certains modules, qui réfléchit depuis 2004, 2005 sur les questions de recherche et de développement en Côte d'Ivoire. Il a travaillé sur ces questions-là. Il a des chiffres, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi oui, en Côte d'Ivoire, les chercheurs qui trouvent, il y en a. Pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire n'utilise pas ces chiffres-là pour pouvoir investir dans la recherche et le développement et pour pouvoir rendre accessible ce secteur-là en Côte d'Ivoire pour les nationaux qui étudient ici, mais aussi pour ceux qui vont capter l'expertise ailleurs et venir sur leur territoire? Il faut qu'on puisse travailler avec nos nationaux pour mettre en place un certain nombre de politiques publiques qui vont accompagner le développement. Et là, vous donnez raison à M. Diawara. À votre avis aujourd'hui, quel est le mécanisme, en plus de ce que nous venons d'entendre, quel est le mécanisme qu'il faut, comment il faut procéder pour que vous soyez satisfaits et que vous soyez de bons entrepreneurs, des entrepreneurs qui portent haut les couleurs de la Côte d'Ivoire? Il faut évidemment les aider il faut les accompagner à la formation continue. Il faut aussi les faciliter le financement. Il faut un allègement fiscal, le coût des impôts aussi qui est étouffant. Et puis il faut aussi essayer de structurer les entrepreneurs. Voyez-vous, regardez à côté de nous ici. Nous n'allons pas prendre les pays de la sous-région comme exemple, mais nous allons nous jeter un coup d'œil sur le Nigeria, qui essaie de consommer aujourd'hui, qui essaie d'aller à la consommation chez lui-même, avec des transformations chez lui-même. Donc, nous essayons d'aller à la transformation. C'est ce que nous voudrions. C'est ce que nous voudrions. Nous voulons aller à la transformation. C'est-à-dire à l'industrialisation de notre pays. Ici, il faut, comme le frère M. Touré vient d'évoquer tout à l'heure, il a dit un certain nombre de choses qui est très important, telles que nos chercheurs qui vont étudier à l'Occident, il faut mettre une politique en marche c'est-à-dire une politique qui va faire retourner tous nos étudiants qui vont partir chercher. Il faut mettre une politique pour leur permettre de retourner, de venir développer le pays, de venir mettre leur expérience en pratique dans le pays. C'est ce que nous avons besoin. Quand ils vont étudier, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. L'État doit tout mettre en œuvre pour leur permettre de venir développer ce qu'ils ont appris. C'est ce qui va nous permettre d'aller au développement réel. Vous comprenez? Et puis, ceux qui sont déjà ici, il faut nous aider. Il faut vraiment faciliter les choses. Ça va permettre que nous soyons
Aujourd'hui, Très M. Diawara, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez souligné tous les défis depuis le début de cette émission. Mais si vous devez commencer quelque part, par où commenceriez-vous? Par où commenceriez-vous pour que nous puissions vraiment atteindre les objectifs que vous visez? Si on doit commencer quelque part, moi je dirais à l'État de faciliter les impôts, ça c'est un, faciliter les impôts aux entrepreneurs et la formation, en plus, et permettre le financement qu'il faut. Et aussi leur faire confiance aux entrepreneurs, essayer de structurer certaines entreprises et essayer de faire confiance à d'autres, leur donner un certain nombre de marchés. Parce que si on attribue tous les marchés aux étrangers, à la fin de compte, ça ne va pas nous arranger. Voilà. Vous êtes pour l'expertise locale, c'est cela? C'est ça. Oui, je suis d'accord. L'expertise locale est importante à mettre en valeur. Je dirais qu'il faut mettre en valeur l'expertise locale tout en accompagnant donc nos entrepreneurs locaux à capter la technologie qui vient d'ailleurs et qu'on aimerait beaucoup pouvoir exploiter ici. Parce que si on ne capte pas la technologie et qu'on doit à chaque fois attendre que l'extérieur vienne mettre sa technologie en pratique ici, on sera à un moment en déficit. D'un point de vue économique, d'un point de vue financier, on aura des difficultés à payer, on sera toujours endetté, mais surtout, nos nationaux n'auront pas la capacité d'action réelle. Donc il faut leur donner la capacité de pouvoir capter donc, les technologies à l'international. Vous pensez que c'est par là qu'il faut passer? Je pense que c'est l'un des points par lesquels il faut passer. Mais l'État de Côte d'Ivoire a un grand travail à faire. Je pense qu'en l'État, il faut pouvoir déjà faire le diagnostic de la réalité économique et de la réalité des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ce n'est pas encore fait? Qu'on puisse réellement le comprendre. Je ne sais pas bien, je ne saurais pas le dire, mais je pense que si c'était fait, il y a certaines mesures qui auraient été prises. J'ose croire que l'État de Côte d'Ivoire est un État très, très, très responsable. Et donc, s'ils avaient connaissance de tout cet environnement-là, je pense que normalement, ils auraient pris un certain nombre de mesures qui auraient permis, en fait, de pouvoir mitiger un certain nombre de risques. Votre avis sur la question, M. Diawara, vous ne pensez pas que l'État ait déjà identifié de façon précise vos difficultés? Vous avez des doutes? Bon, l'État a déjà beaucoup fait. Nous remercions déjà l'État pour ce qui essaie de faire ce qui a été déjà fait pour les entrepreneurs. Mais nous leur demandons encore de continuer de faire parce qu'il y a beaucoup encore derrière. Il y a beaucoup de secteurs encore qui ne sont pas encore au niveau que nous demandons. Voilà, que nous demandons parce qu'il faut vraiment aller vers les entrepreneurs et même demander, je demande toujours de faire des formations, c'est-à-dire d'informer les entrepreneurs, de faire même des suivis de ceux qui vont vers les entrepreneurs, de les suivre parce que tous ceux qui sont sur le terrain ne font pas tout ce que l'État les demande. Parce qu'il y a d'autres qui interprètent mal ce que l'État demande de faire. Imagine ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand un entrepreneur ouvre une boîte ou bien crée une entreprise, il a quelque temps de souffler avant de commencer à payer les impôts. Si en même temps vous allez vers lui pour dire qu'il n'a pas commencé à payer les impôts, vous allez l'étouffer. Oui, absolument. Il va fuir. Très bien, nous, en tout cas, espérons qu'il ne parte pas ailleurs. Quelqu'un vient de créer une entreprise, il n'a même pas encore postulé à un marché, que ce soit public ou privé, 6 mois ou 4 mois, parce qu'il a déjà mis la DFE en marche, directement, on commence à le facturer. Il commence à payer des impôts. Il y a plusieurs entreprises qui disparaissent comme ça. Parce qu'il y a d'autres même qui créent l'entreprise. Il peut créer son entreprise aujourd'hui. Il peut faire 1 an sans avoir un marché. Et la pression fiscale, est derrière. Et donc, vous voyez, après il va fuir. Il est obligé de fermer l'entreprise. En tout cas, nous sommes en train de prier Dieu que vous ne fermiez pas vos entreprises. Inch'Allah, non, et cette émission est déjà à sa fin. Pour terminer, votre conclusion, quel est le dernier message que vous lancez tout de suite? Le dernier message que je dis bravo à mon président, son Excellence Alassane Ouattara. Je le félicite pour tout le travail qu'il a bas déjà dans notre beau pays. Et je demande aussi sa clémence pour qu'il regarde un peu le rétroviseur, essaie de parler à ses collaborateurs, d'alléger
d'alléger les difficultés des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, notamment les frais de dédouanement, aussi les impôts, faciliter aussi le financement aux entrepreneurs ivoiriens, faire confiance aussi aux entrepreneurs ivoiriens, essayer de mettre une formation continue à la portée des entrepreneurs ivoiriens et même nous faire confiance sur certains, sur tous les marchés. Surtout cela. Et essayer d'adopter le protectionnisme surtout. Il faut protéger les entrepreneurs. Protéger l'entrepreneur ivoirien et puis vous faire confiance, vous former davantage, baisser la pression. Structurer le secteur des entrepreneurs. En tout cas, vous avez dit des choses, c'est sûr que votre message a été entendu. Pour terminer, M. Touré, quelle est votre conclusion? Alors, ma conclusion, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays en plein essor et il faut avoir la capacité de prendre les responsabilités qui s'imposent pour que, en Côte d'Ivoire, nous puissions avoir bientôt des champions nationaux et que nous puissions développer un certain nombre de technologies qui nous permettront de ne plus aller à l'extérieur capter ces technologies-là et qu'on puisse réellement avoir un développement qui est impulsé depuis l'intérieur. En tout cas, merci à vous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai reçu sur ce plateau, M. Diawara et M. Touré. Et pour terminer, je voudrais rappeler qu'avec eux, M. Touré et M. Diawara, nous avons parcouru la vie des entrepreneurs, leurs souffrances, leurs peines au quotidien. Et surtout, nous avons voulu comprendre ce qui pourrait les aider, ces entrepreneurs ivoiriens, à obtenir les meilleurs résultats en faisant face à la concurrence tant décriée ces derniers temps. Merci de rester toujours sur DNTV. Bonsoir.